Ravensbrück, le camp de concentration pour femmes dans l'Allemagne nazie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de femmes se sont retrouvées piégées dans un lieu où la mort n'était pas le pire qui puisse leur arriver. Un endroit où la faim, la torture et les expériences médicales inhumaines faisaient des parties de la routine quotidienne. Pour 130 000 prisonnières, cet endroit était une réalité, Ravensbrück. Parmi elles, 90 000 n'ont jamais réussi à sortir vivantes de cet enfer. Le camp de concentration de Ravensbrück fut initialement créé pour les ennemis du régime de Hitler. Les Allemands avaient besoin d'un lieu pour les prisonnières spéciales, espionnes, prisonnières politiques, rebelles, agents de l'exécutif des opérations spéciales, suivant les ordres de la Grande-Bretagne, combattantes de la résistance française, aristocrates polonaises et citoyennes scandinaves. Ici, on enfermait des universitaires et des érudites qui soutenaient ouvertement le socialisme ou le communisme. On enfermait également des délinquantes ou des personnes que les nazis considéraient comme des marginaux. Par exemple, des handicapés, des malades mentaux, des prostituées ou des lesbiennes. En 1933, l'Allemagne entra dans une période de terreur lorsqu'Adolf Hitler prit le pouvoir. Peu de temps après, les arrestations massives de ses opposants politiques commencèrent. Ceux considérés comme ennemis de l'État et de la nation allemande furent envoyés en prison ou dans des camps de concentration. Bienvenue à Frontline War Mémoire. Les premiers camps, ceux de Dachau et d'Oranienburg, furent créés dans la première année suivant l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir. Le premier camp de concentration allemand pour femmes fut organisé en même temps à Moringen, dans le district de Nordheim. De là, les femmes étaient transférées à la prison de Lichtenburg, près de Torgau. Au début, les détenues étaient des communistes, des social-démocrates et des juives. Plus tard, elles furent rejointes par des adeptes de diverses religions, dont les catholiques, les étudiants de la Bible, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah, et les protestantes, ainsi que par des homosexuels masculins et féminins. Après le déclenchement de la guerre, tout le système opérationnel du réseau de camps de concentration s'étendit aux pays occupés. Lorsque le camp pour femmes de Lichtenburg commença à manquer d'espace, il fut décidé de construire un nouveau camp. Heinrich Himmler choisit un emplacement près de Ravensbrück, un village situé dans le pittoresque district des lacs du Mecklembourg, avec ses lacs de Röblinsee, de Ballensee et de Schwetzsee, à environ 80 km de Berlin et non loin de Fürstenberg. C'était un emplacement dans une zone de beauté naturelle. Himmler croyait que la purification du sang allemand devait commencer près de la nature et les forces vivifiantes des forêts allemandes jouaient un rôle central dans la mythologie de la Heimat, la patrie allemande. La proximité de Berlin était également importante car elle permettait à Himmler de se rendre fréquemment sur place pour effectuer des inspections. Il en allait de même pour l'emplacement du camp pour hommes à Sachsenhausen, à seulement 45 km de Ravensbrück. Ce furent les détenus de Sachsenhausen qui, en novembre 1938, commencèrent à travailler à la construction d'un camp pour femmes. Dans cette vidéo, nous présenterons l'histoire du camp pour femmes KL Ravensbrück en nous basant sur les récits de femmes survivantes. Une des détenues, Maria Moldenhauer, divisa l'histoire de ce lieu en périodes. La première d'entre elles couvre les années 1939 à 1941, lorsque le camp fut construit et inauguré et que le premier convoi de femmes arriva. Ce fut la période fondatrice, une époque où la pelouse et les parterres autour des baraquements des prisonnières étaient entretenus avec grand soin. Les rues étaient balayées et les baraquements très propres. Pendant cette période, des convois de femmes polonaises arrivèrent au KL Ravensbrück. La caractéristique principale de la première période, écrivit Maria Moldenhauer, est que l'on appliquait pleinement les soi-disant méthodes allemandes d'éducation en relation avec une nation conquise. Elle consistait surtout à effacer l'identité individuelle et la confiance en soi d'une personne, la faisant perdre ses ambitions et sa disposition à répondre aux insultes. Inciter à la haine de classe et nationale, favoriser la méfiance et la volonté de dénoncer les autres faisaient également partie du programme.
La deuxième période, qui s'étend de 1941 à 1944, fut décrite par Maria Moldenhauer de la manière suivante. Peu à peu, dans la seconde moitié de 1941, et tant en 1942 qu'en 1943, une communauté polonaise commença à se former dans le camp. En tant que travailleuses, les femmes polonaises jouissaient de la confiance des autorités. Au début de cette période, les méthodes disciplinaires originales restaient en vigueur, mais le harcèlement devint relativement moins intense. Cependant, il y eut une nette augmentation des conséquences dures et tragiques des ordres des autorités centrales, qui furent strictement appliqués par les autorités du camp par opposition aux précédentes méthodes artisanales de torture. Il s'agissait d'exécutions par fusillade de femmes polonaises amenées des prisons, du début d'expériences médicales, de la persécution des Bibelforsereg et des communistes, de perquisitions dans les baraquements pour déceler des conspirations politiques, de l'envoi de convois de prisonnières vers des usines de munitions, de l'envoi de malades et d'aliénés pour être fusillés, et du recrutement de femmes pour travailler dans les bordels des soldats allemands. Les principales surveillantes étaient Johanna Langfeld, Maria Mandel, Anna Kleinplobel et Louise Brunner. Leurs aides les assistaient dans l'exécution de leurs fonctions. L'une d'elles était Dorothea Binz, connue pour son traitement brutal des femmes. Le premier convoi, composé de 867 femmes, arriva à Ravensbrück le 15 mai 1939. À leur arrivée, les femmes reçurent leur numéro de camp, furent déshabillées, lavées et épilées. La grande majorité était polonaise. Les premières à arriver, le 23 septembre 1939, étaient des habitantes tant des terres allemandes que des anciens territoires polonais incorporés au Troisième Reich, Silésie, Poméranie, Lubus et Prusse orientale. Les 5 premières femmes provenant de la Pologne occidentale arrivèrent au camp le 2 novembre. D'importants convois de femmes polonaises commencèrent à arriver à Ravensbrück à partir du mois d'avril de l'année suivante. L'année la plus fournie à cet égard fut 1944, lorsque plus de 16 000 nouvelles détenues apparurent dans le camp, dont environ 12 000 provenaient de la Varsovie insurgée. Cette même année, certaines femmes furent amenées à Ravensbrück depuis Auschwitz. On estime qu'environ 40 000 femmes polonaises passèrent par le camp de Ravensbrück, mais leur nombre exact est impossible à déterminer, car de nombreux documents ont été détruits et ceux qui ont survécu présentent certaines lacunes. En plus des femmes polonaises, le camp abrita 18 000 femmes russes, 8 000 femmes françaises, 1 000 femmes néerlandaises, ainsi que des femmes d'origine britannique, allemande, juive et gitane. Au total, environ 130 000 femmes furent contraintes de vivre dans ce lieu de tourment, dans un surpeuplement total et sous expérimentation. À leur arrivée, chacune des détenues était marquée d'un triangle, un simple morceau de tissu qui devait être cousu sur la manche gauche de la veste. La couleur noire indiquait les femmes classées dans la catégorie des antisociales, c'est-à-dire les prostituées, les voleuses de bas étage et les lesbiennes. Le vert signifiait les criminels professionnels. Le rouge était réservé aux prisonnières politiques, les témoins de Jéhovah portaient un triangle violet, et les femmes juives un triangle jaune. L'une de celles qui portait un triangle rouge était Zofia Tchaïkovska. Née le 22 décembre 1910, elle était institutrice à Sandomierz. Elle arriva à Ravensbrück le 21 août 1940 et y resta jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'en avril 1945. Selon ses propres dires, elle fut emprisonnée en tant que fugitive indésirable. Elle arriva à Ravensbrück dans un convoi d'environ 130 personnes. Le voyage dura 4 jours et 4 nuits. À son arrivée au camp, les femmes se mirent en file devant la maison de bain et furent conduites à l'intérieur. D'abord, elles durent remettre toutes leurs affaires, y compris bijoux et argent. Après le bain, elles furent soumises à un examen médical. Leurs têtes furent rasées, sans exception. Le camp de Ravensbrück fut systématiquement agrandi, bien qu'il conservât une forme rectangulaire. Il était entouré d'un mur de 4 mètres de hauteur, surmonté de fils électriques, patrouillé par des sentinelles des SS avec des chiens. Initialement, le camp était prévu pour accueillir 15 000 détenus. Son agrandissement était lié au nombre croissant de femmes. Une survivante, Wanda Jarzicka, se souvient.
Au moment de mon arrivée au camp, le nombre des détenus dépassait 30 000, et pendant les mois d'hiver, il semblait atteindre 42 000. Ces chiffres concernent uniquement le camp principal, le soi-disant vieux camp. La majorité était composée de femmes polonaises, mais en dehors d'elles, il y avait des femmes de toutes les nationalités européennes. J'ai même vu 2 femmes noires. Les conditions de vie dans le camp pour femmes étaient aussi sévères que dans celui des hommes. Les détenues se levaient chaque jour à 4 heures du matin. Elles se lavaient, s'habillaient, faisaient leur lit et recevaient une tasse de café noir. Ensuite, elles sortaient et se plaçaient en rangée pour la pelle. La nourriture du camp était misérable. À midi, la ration était de 3/4 de litre de soupe, la dite Eintopf, un mélange de plusieurs légumes avec un peu de graisse ou de restes de viande. Le dîner consistait en un peu de soupe, ou possiblement 3 ou 4 pommes de terre et une feuille de laitue. Au dîner, les détenus recevaient également 200 ou 250 grammes de pain comme allocation pour le lendemain. Les dimanches ou jours fériés, elles pouvaient compter sur 100 grammes de margarine, un peu de fromage ou 50 grammes de saucisse. Les femmes travaillaient dans le camp et en dehors de celui-ci. Elles œuvraient à la construction de routes, à l'abattage d'arbres, à des travaux de drainage, au chargement et au déchargement de trains, au nivellement de routes irrégulières, à divers types de travaux agricoles et à l'élevage d'animaux, ainsi qu'aux soins des plantes et des fleurs. Certaines d'entre elles travaillaient pour l'entreprise allemande Siemens, dont l'usine était située à 1,5 km du camp. Siemens y possédait 20 ateliers de production, et les femmes de Ravensbrück furent contraintes d'y effectuer des travaux forcés dès l'été 1942. L'usine produisait des pièces pour radio et téléphone, de sorte que le travail des détenus exigeait précision et rigueur. Les femmes travaillaient au-delà de leurs forces. Elles n'étaient autorisées à aller aux toilettes qu'à des heures déterminées. Pour les utiliser en dehors de ces horaires, elles avaient besoin d'une note du médecin. Le travail en hiver était particulièrement éprouvant. Comme elles portaient des vêtements légers, sans gants ni écharpes, la peau de leurs mains et de leur visage se fendillait à cause du gel. Les conditions n'étaient guère meilleures en été. Les robes épaisses et les chaussures inconfortables rendaient le travail physique difficile sous la chaleur. Privées d'eau, elles mouraient d'épuisement. Les autorités avaient l'intention de nous détruire avec ces conditions sévères. C'était tout à fait intentionnel. Les surveillantes elles-mêmes disaient qu'il serait inutile d'utiliser une balle contre nous car les conditions elles-mêmes nous détruiraient, affirmait Zofia Tchaïkovska. À partir de 1939, un programme d'élimination physique des malades mentaux et des déficients intellectuels fut lancé sous la forme d'une opération dont le nom de code était T4. Le nombre de personnes assassinées simplement pour avoir été, par exemple, dans des hôpitaux psychiatriques est difficile à calculer. L'opération 14F13 fut menée dans le cadre de ce programme. Ce nom de code, tiré de la correspondance avec les commandants des camps de concentration, dissimule l'assassinat des détenus présentant des handicaps, des malades mentaux et celles incapables de travailler. En raison de l'augmentation systématique du nombre de détenus dans les camps, les SS décidèrent de sélectionner les malades, les faibles ou ceux incapables d'effectuer des travaux lourds et épuisants pour l'industrie allemande, qu'ils étiquetèrent comme racialement défectueux et éliminèrent en les gazant au monoxyde de carbone dans des chambres à gaz. Dans le cas de Ravensbrück, le premier convoi de prisonnières sélectionnées quitta le camp le 4 février 1942. Attirées par la promesse d'être transférées dans d'autres camps, elles ne soupçonnaient pas qu'elles allaient mourir. Bernhard Strebel détermina que le nombre de femmes exécutées dans l'opération 14F13 fut de 1600 au total. Elles furent envoyées à la chambre à gaz du centre de traitement et de soins de Bernburg. Dans les listes des femmes envoyées depuis Ravensbrück, il n'y avait pas seulement des handicapés ou incapables de travailler, mais aussi des tuberculeuses, des asthmatiques, des antisociales souffrant de maladies vénériennes, ainsi que des femmes saines classées comme criminelles. Les certificats de décès délivrés aux familles des victimes par le bureau de l'enregistrement contenaient de fausses informations sur le lieu et la date du décès. Par exemple, Ravensbrück était indiqué comme lieu de décès. Les registres des détenus, quant à eux, étaient annotés d'une mention générale transférée dans un autre camp. Bernhard Strebel n'a pas pu déterminer où avaient été emmenés les hommes de Ravensbrück,
bien qu'on suppose que, comme dans le cas des femmes, ils sont morts dans la chambre à gaz de Bernburg. Dans la deuxième phase de l'action 14F13, de 1943 à 1944, les détenus furent assassinés dans la chambre à gaz du centre de soins du château de Hartheim, près de Linz, en Autriche. Selon des témoins oculaires, environ 60 des transports noirs, comme les détenus les appelaient, quittèrent le camp de Ravensbrück. Entre 50 et 70 femmes étaient transportées dans chacun d'eux. Parallèlement, les autorités du camp durcirent les critères de sélection, se concentrant prioritairement sur les malades mentaux. Les autres, tant qu'ils pouvaient travailler, étaient envoyés dans des usines industrielles. Entre 1942 et 1944, ce type d'expérience fut mené sur des détenus. Le commandement militaire allemand était impatient face à la lenteur du traitement des soldats allemands blessés sur le front de guerre. Plusieurs expériences médicales furent réalisées sur des femmes de Ravensbrück afin de trouver de nouvelles méthodes pour traiter les blessures. Les femmes étaient délibérément blessées, infectées par des bactéries, puis observées. On leur administrait également plusieurs traitements médicamenteux pour contrôler et évaluer leurs effets sur la santé. Les expériences médicales étaient menées sur des personnes jeunes et souvent en bonne santé. Personne ne leur demandait leur avis ou leur consentement. Elles ne savaient pas pourquoi elles étaient emmenées au bloc opératoire. En général, ces traitements consistaient à infecter les blessures et contrôler l'efficacité des sulfamides. On pratiquait une incision sur la jambe des femmes, puis, ensuite, on leur injectait divers germes, par exemple des bactéries responsables de la gangrène gazeuse et du tétanos, Staphylococcus aureus, ce qui provoquait une infection. De plus, divers matériaux étaient appliqués sur les blessures, par exemple des morceaux de verre, de bois ou de papier, simulant ainsi les conditions pouvant se produire sur le front pendant la guerre. Du plâtre était appliqué sur les jambes infectées. Certaines femmes recevaient des sulfamides, d'autres ne recevaient aucun médicament. Un autre traitement consistait à casser ou à sectionner l'os, puis à le transplanter d'une jambe à l'autre. De cette manière, la régénération osseuse était observée et enfin, la section de portions des muscles et des nerfs des membres inférieurs était pratiquée. Les interrogatoires et les punitions infligées aux détenus pour des infractions supposées étaient aussi sévères dans leurs effets que les expériences médicales. L'un de ces délits consistait à tenter de faire entrer en contrebande dans le camp n'importe quelle quantité de nourriture, même la plus petite. Aider aux tentatives d'évasion était puni encore plus sévèrement, comme il arriva à Elżbieta Kwiczala, qui fut arrêtée le 19 avril 1943 et accusée d'avoir aidé 2 femmes polonaises à s'évader. Elle fut interrogée par Ludwig Ramdor, célèbre dans le camp pour avoir organisé un réseau de collaborateurs secrets parmi les détenus. Il fallait savoir de quoi parlaient et ce que planifièrent les femmes lorsqu'elles étaient seules dans les baraquements. Le commandant Fritz Suren et le commissaire Ludwig Ramdor imposèrent à Elżbieta Kwiczala une peine de 15 semaines d'isolement. C'était une cellule dotée d'une fenêtre sombre, sans ventilation. Les interrogatoires se tenaient surtout la nuit. Elle passa les 8 premiers jours sans manger, dormant nue sur le sol. Après ces 8 jours, elle reçut 250 grammes de pain et un demi-litre de café noir. Elle fut également torturée. Comme elle-même en témoigna, la méthode de torture fut la suivante. On l'obligea à se mettre en position accroupie et on lui menotta les mains en dessous des genoux. On lui mit une ceinture en cuir autour du cou et on tira sur celle-ci jusqu'à ce que ses mains soient attachées. Ensuite, on lui apporta 6 couvertures que l'on plaça sur sa tête. Dans leur partie inférieure, les bords de ces couvertures furent soigneusement roulés de manière à laisser très peu d'air entrer. Les fenêtres furent fermées hermétiquement et assombries. On la maintint dans cette position pendant 3 heures, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Elle passa 11 mois et demi dans le bunker pénal, dont 15 semaines dans la chambre obscure. Elle fut affamée pendant 19 semaines, reçut 25 coups de fouet et fut torturée 2 fois par strangulation et par noyade. Et en outre, elle passa un total de 80 heures lors des audiences. Cependant, si cela arrivait à ceux qui collaboraient avec les détenus, les Allemands décidèrent de laisser des exemples publics de ce qui arrivait à ceux qui tentaient de s'évader du camp. Il y eut des cas de suicide dans le camp, commis en se jetant sur des câbles à haute tension, témoigna des années plus tard Maria Moldenhauer.
Pour effrayer les autres, on laissait le corps pendre des câbles pendant quelques jours et on le montrait officiellement aux détenus. Le bloc où avait eu lieu le suicide était puni et en cas de tentative échouée, la femme était emmenée au bunker après s'être rétablie et était battue. Ces récits offrent une image terrible des conditions de vie dans les camps. Un travail acharné, des rations de famine, des punitions sévères, des expériences médicales et des interrogatoires. Tout cela favorisait la folie des détenus. Au début, ceux qui mouraient dans le camp étaient incinérés dans le crématorium municipal de Fürstenberg. En 1943, les SS ordonnèrent la construction d'un crématorium en dehors du camp, lequel fut agrandi un an plus tard. À proximité se trouvait une baraque qui avait auparavant servi d'entrepôt. Au début de 1945, il fut transformé en chambre à gaz. Pendant ce temps, le camp d'Uckermark destiné aux jeunes détenus fut converti en camp d'extermination. Vers la fin de la guerre, les personnes âgées et les malades y étaient envoyées. Après la guerre, Kazimiera Wardzinska témoigna que le 22 janvier 1945, environ 1500 détenus furent envoyés là depuis Ravensbrück. Dans les jours suivants, ce nombre augmenta à environ 4000 et un peu plus tard, environ 2500 furent transportés là. Les femmes étaient incitées à s'y rendre par des promesses de détente après un travail très éprouvant, bien que la réalité s'avéra être tout autre. La vie à Uckermark était un enfer. Au lieu de travailler, les femmes étaient soumises à une sélection rigoureuse. On choisissait les plus maigres, les en surpoids, les âgés ou les handicapés. Pendant la sélection, elles étaient bousculées et battues, et ensuite, une fois la liste établie, elles étaient enfermées dans une baraque. Au crépuscule, un camion venait les chercher et elles étaient de nouveau battues et bousculées. On les jetait à l'arrière du véhicule et on les pendait par les bras et les jambes. Le camion emmenait les femmes à la chambre à gaz située près du camp de Ravensbrück et revenait immédiatement chercher le lot suivant. Après 15 minutes, les corps des victimes étaient transportés de la chambre à gaz au crématorium. Des langues de feu s'échappaient des cheminées et pouvaient être observées depuis les baraquements du camp pendant des jours. Maria Kaminska se rappelait ce lieu lugubre après la guerre. Elle fut transférée là au début de janvier 1945. Elle confirma que ce camp, initialement destiné aux jeunes, finit par devenir un lieu où les personnes âgées et les malades étaient envoyées et d'où elles étaient transportées vers les chambres à gaz. Ce camp était rempli de malades graves. Quiconque y arrivait n'en sortait pas. Le nombre exact de femmes qui moururent à Ravensbrück est aussi difficile à déterminer avec précision que le nombre de détenus évacués du camp par la Croix-Rouge suédoise. On estime qu'environ 92 000 femmes moururent. On disait également que le taux de mortalité dans le camp était de 70%, ce qui signifie qu'environ 132 000 femmes passèrent par Ravensbrück. Bernhard Strebel a une opinion légèrement différente sur ce sujet. À son avis, le chiffre de 92 000 victimes mortelles donné par le procureur britannique lors du premier procès à Hambourg du personnel de Ravensbrück fut déterminé de manière trop superficielle et n'était pas étayé par des documents. Mais le nombre exact de morts importe-t-il vraiment? Les survivants estiment que les noms sont plus importants que les chiffres. Les femmes polonaises qui moururent à Ravensbrück sont commémorées par une plaque découverte le 19 juin 1997 dans un musée établi là en l'honneur des victimes. Avant que ne se tiennent les procès du personnel de Ravensbrück, les médecins qui réalisèrent des expériences médicales criminelles sur des personnes pendant la guerre furent jugés à Nuremberg, devant le premier tribunal militaire américain, pendant la période allant du 9 décembre 1946 au 19 août 1947. La majorité d'entre eux fut condamnée à mort. De la fin de la guerre jusqu'à 1948, 7 procès furent organisés à Ravensbrück. Le premier d'entre eux eut lieu du 5 décembre 1946 au 3 février 1947 contre 16 officiers du camp. Parmi eux se trouvaient Ludwig Ramdor, Rolf Rosenthal, Gerhard Schidlowski, Dorothea Beans et Percival Trett. Après le procès, 11 condamnations à mort furent exécutées par pendaison. 4 condamnations furent assorties de peines de prison de 10 à 15 ans. Toutes les condamnations à mort furent exécutées les 2 et 3 mai
1947, à l'exception du docteur Percival Treit, qui se suicida le 8 avril. Fritz Suren devait également être jugé, mais il parvint à s'échapper. Il fut capturé en 1949 et remis aux autorités françaises. Il fut fusillé le 12 juillet 1950. Le deuxième procès des officiers de Ravensbrück eut lieu du 5 au 27 novembre 1947. Le seul accusé fut Friedrich Opitz, l'homme des SS qui dirigeait l'une des usines où travaillaient les détenus. Il fut condamné à mourir par pendaison. La sentence fut exécutée le 26 février 1948. Le troisième procès fut celui du personnel du camp d'extermination d'Uckermark et eut lieu du 14 au 28 avril 1948. Il concernait les personnes responsables de sélectionner les femmes qui devaient être envoyées aux chambres à gaz et de les maltraiter. Sur les 5 accusés, 3 furent déclarés coupables et 2 furent acquittés pour ne pas avoir servi à Uckermark pendant la période où il fut un camp d'extermination. Le quatrième procès eut lieu en mai et en juin 1948 contre 5 membres du personnel médical de Ravensbrück. L'un d'eux fut le docteur Walter Sonntag, condamné à mourir par pendaison. La sentence fut exécutée le 17 novembre 1948. Lors du 5e procès du personnel de Ravensbrück, en juin 1948, 3 hommes des SS furent accusés d'avoir assassiné des détenus du camp. Tous furent déclarés coupables des charges retenues. Arthur Conrad fut condamné à mourir par pendaison, Walter Schenk à 20 ans de prison et Heinrich Schäfer à 2 ans. Les problèmes des victimes des camps de concentration ne se sont pas terminés avec la cessation des hostilités en 1945. Les victimes créèrent diverses organisations destinées à promouvoir la sensibilisation aux crimes allemands. La nécessité d'indemniser les anciens détenus qui avaient souffert à cause des expériences médicales prit de l'importance. Lors d'une réunion gouvernementale tenue le 26 juillet 1951, les autorités allemandes approuvèrent une résolution pour apporter de l'aide aux victimes des expériences inhumaines menées à Ravensbrück. Un comité fut établi pour évaluer les propositions et déterminer les formes d'indemnisation, qui incluaient le financement de traitements médicaux, des pensions d'invalidité et des compensations économiques. Mais l'argent peut-il réellement réparer la souffrance? Aucune résolution, aussi juste qu'elle puisse paraître, ne pourra effacer la douleur indicible des victimes ni le vide laissé dans leur famille. L'histoire de Ravensbrück n'est pas seulement un souvenir de l'horreur, mais un avertissement de ce qui ne doit jamais se reproduire.